Madame, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, c'est votre chaîne de télévision. Nous sommes de retour, nous vous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Notre habitude, vous la connaissez déjà, c'est de s'interroger, de se poser justement des questions géopolitiques, instabilité sécuritaire, qui finance le terrorisme. Nous nous interrogeons encore ce matin. L'intensification du terrorisme, qui est une menace majeure pour la paix et la sécurité internationale, est actuellement le plus durement ressenti sur le continent noir, avait déclaré d'ailleurs un jour le vice-secrétaire général de l'ONU au Conseil de sécurité. Les terroristes et les extrémistes violents, dont Daesh, Al-Qaïda et leurs affiliés, exploitent l'instabilité des conflits pour accroître leur activité et intensifier les attaques à travers le continent. Mais il faut bien poser la question, qui est derrière tout ça? Qui finance ce terrorisme et pourquoi? Il déclare, et je cite, « Leur violence intensée, alimentée par la terreur, a tué et blessé des milliers de personnes et beaucoup d'autres continuent de souffrir de l'impact plus large du terrorisme sur leur vie et leurs moyens de subsistance. » Eh bien, mesdames, messieurs, il faut également rappeler que la misogynie étant au cœur de l'idéologie de nombreux groupes terroristes, les femmes et les filles en particulier portent le poids de l'insécurité et surtout des inégalités. Et au cours des 2 dernières décennies, mesdames, messieurs, certaines des filiales les plus violentes de Daesh se sont développées, augmentant leur présence au Mali, au Burkina Faso, au Niger, dans le golfe de Guinée, pour ne pas dire tout simplement dans le Sahel. Les groupes terroristes et extrémistes violents aggravent l'instabilité et la souffrance humaine et ils peuvent replonger un pays sortant d'une guerre dans des profondeurs du conflit, avait d'ailleurs appelé la haute responsable onusienne. Une question cependant, que fait l'Organisation des Nations Unies pour endiguer ce terrorisme grandissant? D'ailleurs, qui est derrière? Quand on sait pertinemment que des hommes, des femmes, des peuples parfois sont déplacés pour un rien. Et pendant ce temps, c'est les Africains. Ce sont les Africains qui souffrent tous les jours que Dieu craint. Et personne pour lever le petit doigt pour en parler. Niger, Burkina Faso, Mali, le golfe de Guinée. On ne va pas également oublier les pays comme le Tchad, le Soudan, la RD Congo. Eh bien, on souffre énormément du terrorisme. Voilà pourquoi nous nous interrogeons encore ce matin, géopolitique, instabilité sécuritaire, qui finance le terrorisme? Pour répondre à nos questions, nous sommes ce matin avec Jonathan Batangene. Il est enseignant à l'université de Douala, il est sociologue, il est notre invité ce matin. Jonathan Batangene, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour mon frère Gross, bonjour à tous les panafricanistes qui nous suivent, mais surtout ce public très nombreux qui demandaient que les programmes de Panafricaniste TV reprennent, et pour leur bonheur, je crois, vous avez finalement encore relancé la flamme. C'est une très bonne nouvelle pour l'aura panafricaniste. Très heureux de vous avoir, Jonathan Batangene, j'espère que vous allez bien. Oui, malgré toutes les difficultés qu'on connaît ces derniers temps, parce que faut dire, les ennemis ne manquent pas de nous attaquer, de mettre les bouchées d'eau pour nous décourager, mais nous tenons le bon bout et nous restons dans la foi. Eh bien, je vais dire comme Francis Ford Coppola l'avait déclaré dans Le Parrain, 3e partie, ben, garde tes amis près de toi et tes ennemis encore plus près. Jonathan, bien le conseil. Allez savoir. Nous parlons d'instabilité et surtout de la sécurité sur le continent africain. Pour vous, commençons par là. Qui finance finalement le terrorisme sur le continent noir? On va aller sans embâche. Le terrorisme est financé par les puissances de l'OTAN. Oui. Et maintenant, on va rentrer un peu dans le fond. Parce qu'on peut faire un peu de socio-histoire du terrorisme pour voir le fondement de cet argument. Quand vous prenez par exemple les premières milices terroristes qui sont dans le monde moderne, parce qu'il y a bien le terrorisme dans l'époque ancienne, mais il y a aussi dans l'histoire occidentale et même africaine, mais il y a le terrorisme moderne. Le terrorisme moderne, c'est 1942-47, le début des actions terroristes de la Haganah. Oui. Il y avait au moins 7 organisations terroristes sur le territoire palestinien. Les 7 organisations terroristes œuvraient pour le compte d'Israël. C'était des gens qui venaient d'Europe de l'Est
qui n'avait aucune attache avec le territoire de la Palestine et qui disait venir pour créer un État, un nouvel État. Donc des gens sortaient de nulle part, venaient avec des milices et terrorisaient les populations au vu, au su de la communauté dite internationale. Les États-Unis ont même béni cela parce que des actions ont été financées par la City, la London City, la City de Londres, oui. la banque centrale, ce qui est considéré comme la banque centrale britannique, mais qui est en fait un organisme privé, qui était aussi financé par les banques états-uniennes et même le Trésor de France, la banque de France, oui. qui est en fait la propriété des Rothschild. Ils ont financé des actions dites de retour sur les terres d'Israël, mais qui étaient en fait des actions de terrorisme. Des milices terroristes comme la Haganah n'ont jamais été indexées comme telles. Allez voir dans les cours d'histoire comment on a adoubé ce terrorisme. On nous dit tout le temps que la Haganah c'était une milice qui défendait les droits des Israéliens, mais en fait, c'était des gens qui sortaient de nulle part, qui sont arrivés, ils ont trouvé des populations sur leur territoire. Et au nom de rien comme ça, au nom d'un récit que bon, ils prennent ça pour sacré, nous ne prenons pas ça comme ça, ils ont commencé à tuer les Palestiniens. Oui. C'était le début du terrorisme. Ensuite, vous avez les développements du terrorisme, toujours avec la bénédiction de l'Occident. Osama Ben Laden, dans les années 70, il est recruté par la CIA, il est entraîné, on lui demande de constituer des troupes pour combattre l'Union soviétique au niveau de l'Afghanistan. Et ils vont utiliser des actions terroristes contre l'Union soviétique. Ça va être béni par la CIA. Alors là, le financement était direct. D'ailleurs, l'interview du prince Abdelaziz, du prince Abdelaziz, qui est le frère de l'ancien roi d'Arabie Saoudite, il a très bien expliqué comment les États-Unis ont permis l'émergence d'Al-Qaïda avec le financement de la CIA. Aujourd'hui, on sait ce que Al-Qaïda est devenu. C'est Al-Qaïda le grand parrain de ce que nous vivons en Afrique. Al-Qaïda est le parrain de l'État islamique. Al-Qaïda est le parrain de Boko Haram qui sévit actuellement au nord du Cameroun et au niveau du nord du Nigeria. Oui. Vous avez également l'ensemble des groupes affiliés à Daesh et à Al-Qaïda qui exercent actuellement dans la zone du Sahel. Et ces groupes ont des financements officiels, des financements qui viennent d'Occident, mais il y a aussi des financements internes. Par exemple, ils ont des techniques de financement comme la prise d'otages. Vous savez qu'à partir de 2010, on a observé, que ce soit dans le Sahel ou bien à l'extrême nord et au nord du Cameroun, des prises d'otages comme ça, des touristes qui se retrouvaient subitement pris en otage par un groupe qu'on ne connaissait pas. Il fallait verser de l'argent. On nous parlait par exemple au Cameroun de 17 milliards de francs CFA versés pour récupérer, pour prendre simplement 2 individus. On se disait, bon, la vie humaine, elle est tellement précieuse, mais c'était l'alibi moral pour financer, pour donner les financements au terrorisme. La prise d'otage a été utilisée, c'est pas moi qui le dis, c'est les organisations de lutte qui étudient le terrorisme, qui ont découvert ou bien qui ont mis en exergue le fait que les prises d'otages étaient des mécanismes de financement terroriste. Or, quand vous regardez les prises d'otages, c'est la prise d'otage par chaque fois de ressortissants, soit de l'Union européenne, soit des États-Unis. Oui. C'est eux qui sont pris en otage et le versement des rançons se fait par le biais de leurs ambassades. Ces ambassades qui donnent de l'argent savent pertinemment que ce qu'ils sont en train de faire sera utilisé à des fins criminelles. Donc, c'est du financement de terrorisme. Vous avez aussi les circuits des ONG. Les ONG sont des circuits de financement du terrorisme. Vous avez par exemple des ONG comme celle qui est FI3H, qui est aujourd'hui en Centrafrique. Vous avez un homme comme Figueira qui allait prendre le contact avec des terroristes partout dans le Centrafrique. Il révoltait les populations. Il comptait même instrumentaliser l'islam et l'ethnie Bororo contre l'État central. Oui. Et il leur faisait miroiter l'union prochaine avec l'État islamique. C'est quoi? C'est du terrorisme. Or, Figueira, il opérait avec quoi? Les moyens de FI3H. Il opérait avec les moyens, il opérait au sein de cette structure, il avait la couverture d'un employé d'ONG, il était d'ailleurs protégé par tous les éléments de cette ONG. Et eux, ils étaient au courant de toutes les activités, de tous les contacts clandestins de M. Figueira. Ce qui montre qu'en fait, ils étaient en pleine activité de déstabilisation du Centrafrique, en pleine activité de construction de cellules terroristes au niveau du Centrafrique.
Donc les ONG également participent à cela. Vous avez vu au Cameroun, lorsque on a arrêté cette ambulance de reporter sans frontières, oui, avec en son sein des terroristes qui partaient prendre des soins au prétexte qu'ils sont une ONG et va apporter des soins, remettre les terroristes sur pied et les ramener sur les places de combat. On a même attrapé du matériel de guerre qui transitait par le biais de ces ONG-là. Donc, il y a les ONG qui participent à cela. Il y a aussi les multinationales. Au niveau du Sahel, on a remarqué que certaines entreprises de BTP, au Mali par exemple, sous le président John Kounda Traoré, sous le président Ibeka, certaines entreprises de BTP étaient impliquées dans le financement du terrorisme. Au prétexte qu'il fallait sécuriser leurs investissements, ils donnaient de l'argent aux groupes terroristes et permettaient ainsi à ces groupes d'avoir les moyens de lutter contre les États. Donc le terrorisme a plusieurs sources de financement, mais le principal promoteur de ce financement, c'est les puissances de l'OTAN. Parce que quand vous faites l'histoire, vous faites l'arbre à problème de cette affaire, la racine principale, c'est au sein de l'OTAN. Et quand vous regardez l'activité terroriste, elle bénéficie beaucoup plus aux puissances de l'OTAN. Entrons dans le vif du sujet. C'est quoi l'objectif finalement du terrorisme sur le continent noir? Le terrorisme est une lutte asymétrique qui a été mise sur pied pour déstabiliser les États et penser la guerre moderne. Comme on est rentré dans un monde civilisé, l'alibi moral suivant lequel l'homme est devenu un être qui supporte la violence fait qu'on ne peut plus utiliser la violence des États pour coloniser des espaces qu'on sollicite. Et comme on a également mis dans la libye morale ce qu'on appelle le droit international, on dit si tu as besoin d'une ressource, il y a des négociations qu'il faut avoir avec un pays, il faut respecter un ensemble de règles. On ne peut plus facilement, de manière ostentatoire, s'élever et dire telle ressource ça m'intéresse, eh bien monsieur Ngos, je vais vous tuer, je prends cette ressource. Donc, comme les États occidentaux qui ont un niveau d'industrialisation assez élevé, demandent beaucoup de ressources naturelles et qu'ils savent qu'ils ont mis sur pied un corpus de règles qui ne peut plus faciliter la prédation sauvage, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par des stratégies plus subtiles comme le terrorisme international. Qu'est-ce que ça facilite le terrorisme international? D'abord, un État perd le contrôle d'une zone stratégique de son territoire. Regardez toutes les zones où le terrorisme s'est développé. Eh bien, c'est comme si les terroristes sont de parfaits grands analystes qui ont des machines les plus avancées. Ils habitent parfois des pays, c'est des villageois, qui habitent des pays où même la technologie n'est pas assez développée. Mais les terroristes occupent toujours les zones où les ressources les plus précieuses sont enfouies dans le sol. Vous regardez l'espace qui est occupé par les terroristes aujourd'hui, ou bien qui est convoité par les terroristes dans le Sahel aujourd'hui, c'est un espace où il y a le lithium, où il y a les ressources, il y a le pétrole. Par exemple, le bassin de Taoudeni, au niveau du Mali, de l'Algérie et du Niger. Vous avez les ressources gazières, vous avez les ressources aurifères. C'est là où les terroristes viennent faire leur terrorisme. Ils ne partent pas n'importe où, ils ne vont pas dans les zones qui sont non convoitables. Vous allez dans le nord du Nigeria. Qu'est-ce qu'ils convoitent? Ils convoitent tout le bassin pétrolier qui vient de la Libye, qui passe par le Tchad et redescend jusqu'au nord du Cameroun. Et ils disent que c'est là où ils vont créer leur califat. Donc, les terroristes ne font rien au hasard. Et en plus, ils savent que dans la zone, ils vont contrôler le deuxième plus important gisement de calcaire, ce qui est au niveau de Guidé. Donc, ils vous disent que voilà la zone où ils vont faire. Parce qu'ils ont fait leur califat, ils disent que ça va s'arrêter au niveau de Guidé, là, et ce sera une zone comme ça qu'ils vont contrôler. Les terroristes, on se rend compte qu'ils n'agissent pas au hasard. Quand vous regardez l'Afghanistan... Donc, forcément, il y a des gens quelque part derrière. Tout à fait, il y a des gens. Quand vous regardez l'Afghanistan, pourquoi l'Afghanistan était tant convoité? L'Afghanistan est tant convoité parce que la culture du pavot. Le pavot, c'est le commerce de la drogue. C'est le business de la drogue. Or, qui contrôle le business du pavot? D'après les sources du renseignement français, le pavot est une ligne de financement de l'Élysée. Je n'ai pas dit ligne de financement de la France, non, de l'Élysée. Ça veut dire que quand on fait le budget de l'Élysée, parmi les recettes, il y a les recettes liées à la drogue. Je vais encore vous surprendre. Le renseignement français, en dehors de la drogue qui est aussi une de ces lignes de financement, il y a également la prostitution. Ça veut dire que les industries de la criminalité, ils ont besoin de l'alimenter. Or, la drogue est corrélée à la prostitution. Et puisqu'il fallait contrôler les grands champs de pavot d'Afghanistan, l'OTAN a tout fait pour installer en Afghanistan
des forces qui leur seraient favorables. Fort heureusement, ces derniers temps, il y a des forces beaucoup plus hostiles qui sont arrivées et ces forces luttent contre la drogue. Et vous allez voir que les États-Unis, dans les deals qu'ils ont, dans les négociations qu'ils ont avec les talibans aujourd'hui, c'est de laisser que les grands cultivateurs de pavot continuent leur activité. Oui. Parce que tout ceci participe aussi de quelque chose. Vous savez, il y a le processus d'embastillement de l'élite dans des pratiques contre nature. Lorsqu'on veut vous pousser à certaines choses, il faut qu'on vous mette sous l'effet de certaines substances. Et il faut que ces gens contrôlent ces substances-là. Tout ça, c'est corrélé. Il y a les ressources naturelles, il y a des ressources stratégiques. La drogue, je regrette, même si pour beaucoup ce n'est pas, la drogue est une ressource stratégique. C'est d'ailleurs pourquoi elle rapporte beaucoup d'argent aux États-Unis, il faut bien le préciser. C'est pourquoi les États-Unis financent l'armée colombienne. Ils financent l'armée colombienne parce qu'ils escomptent les revenus du trafic de cocaïne. Parce que la cocaïne qui sort de Colombie est bien contrôlée par les réseaux de la CIA et permet de mieux contrôler les réseaux criminels à travers le monde, à travers les mêmes réseaux de la CIA. Oui. Donc la CIA est en amont et en aval dans le marché de la drogue. Et le terrorisme, là-bas, vous avez les FARC qui contrôlent les plantations, qui s'assurent que l'État ne vient jamais pour perturber les plantations. Et mon frère Boss, il y a un fait que je m'étais toujours posé comme question. Si vraiment la drogue était insupportable, pourquoi l'armée colombienne ne prend pas ne serait-ce que du napalm? On dit que ce n'est pas pour brûler les gens, oui. Mais on sait que le napalm est un liquide inflammable au contact d'un certain nombre de matières. Mais oui, brûler les gens avec du napalm, c'est tout. Mais est-ce que vous avez entendu ce genre d'opération? Jamais. Non, l'armée colombienne va avoir les combats avec les FARC, c'est tout. Les combats avec les FARC, mais on ne brûle pas les plantations de cacao. Alors les États-Unis qui sont les principales victimes, parce que la grande population, la grande clientèle de cocaïne sont aux États-Unis, ils financent l'armée colombienne. Donc ils disent financent les Colombiens pour leur dire éviter quand même les champs de cocaïne. Vous comprenez qu'il y a anguille sous roche, parce que ces ressources sont des ressources stratégiques. La drogue, c'est une ressource stratégique. Les terroristes vont pour sécuriser les ressources stratégiques et permettent donc aux pays industrialisés d'utiliser cela pour mieux asseoir leur hégémonie. Et quand vous redescendez dans le Sahel, les ressources étaient utilisées essentiellement pour enrichir la France-Afrique. Quand vous regardez comment la France a chuté après la perte du Burkina, du Mali, du Niger, du Centrafrique, vous comprenez qu'en fait la France est dépendante vis-à-vis des ressources. Conséquence quand même du terrorisme, Jonathan Batengene, il faut quand même dire que c'est la scission des États. On a l'impression aujourd'hui que ça fragilise les États lorsque une partie d'un territoire est occupée par les terroristes. Vous savez, mon frère, on devrait prendre, parce qu'aujourd'hui nous avons la grande photographie du monde. Oui. La privatisation des armées était un préalable pour préparer le terrorisme à un certain niveau. Comment expliquer cela? La privatisation des armées, c'était la garantie qu'en Occident, les États occidentaux ne seraient pas directement engagés sur les terrains extérieurs. Désormais, vous avez des armées privées qui appartiennent aux mêmes gens, oui, qui vont créer le terrorisme ailleurs, ou bien qui vont amplifier le terrorisme ailleurs, qui vont venir prétendre sécuriser les ressources, mais qui vont mieux s'arranger avec les autres forces pour exploiter les ressources. Le non-contrôle des territoires en Afrique participent de la même stratégie, de même que les Occidentaux, les pays occidentaux ont cédé leur souveraineté, c'est-à-dire que leurs armées, parce que le domaine des armées c'est un domaine de souveraineté, oui, lorsque vous cédez votre souveraineté à des groupes privés, ça veut dire en fait que désormais c'est les privés qui contrôlent l'État, donc en fait l'État est privatisé. Maintenant en Afrique, où la théorie officielle qui nous est vendue à l'université, c'est que l'État c'est une entité souveraine, l'État c'est une entité qui a tous les droits sur son territoire. Ces mantras qu'on nous a récités à l'université faisaient déjà leur effet. Les gens croyaient effectivement que l'État c'est cette entité qui doit contrôler tout son territoire. Pour donc remettre en question cette vision de l'État, sans toutefois remettre en question le discours d'endoctrinement théorique qu'on nous propose à l'école, on crée le terrorisme. On vous dit que pour des questions sécuritaires, donc l'État ne peut plus contrôler le territoire. Et on vous amène à entériner cela à travers les processus de légitimation des terroristes à l'international. On vous dit que vous négociez avec les terroristes. Vous devez négocier votre territoire avec les terroristes. Ça a commencé avec le terrorisme qu'on appelle la rébellion. Quand vous avez un problème avec les rebelles, non, allez résoudre ça à l'étranger. Et puis on dit il y a un médiateur. Et quand vous venez vous asseyez avec un individu qui n'a normalement pas le droit de revendiquer 1 centimètre de votre territoire.
et que vous dites, lui, on va quand même négocier, vous venez de lui donner le droit d'exister. Donc, on a légitimé dans la conscience populaire, même dans la théorie politique, l'existence du terrorisme. On leur a donné une existence légitime. Il faut lire le livre du plus grand stratège, moi je ne veux pas le faire de publicité, plus grand stratège français sur le terrorisme. Il fait une analyse du Boko Haram et en lisant son livre, j'ai été un peu amusé. Quand il commence son analyse, il dit que le Boko Haram a commencé parce que l'État nigérien a trop réprimé ces gars au Nigeria. Et il dit, les répressions ont fait que les gens ont pris les armes. Et quand ils ont pris les armes, ils se sont mis à défendre leur territoire. Il dit que l'État nigérien, c'est pourquoi l'État nigérien devrait savoir qu'il a sa part de responsabilité dans la question terroriste. Je dis, ah bon? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si quelques Français prennent les armes, se mettent à tirer sur l'armée française, comme les Corses faisaient. Justement, on parle toujours de la Corse. C'est pas encore fini. L'État français adore. Or, on a vu Sarkozy qui a monté le top contre les Corses. Il a dit, celui qui joue encore en Corse, nous on va l'éliminer. Et personne n'a dit à Sarkozy que non, il fallait négocier avec les Corses. Il a dit aux Corses, vous n'avez qu'une seule condition. Soit vous baissez les armes et vous revenez à la nation, soit vous attendez que la gendarmerie, l'armée viennent vous régler votre compte sur place. Et les Corses, Ça ne s'arrête pas seulement la Corse, hein. Il y a aussi la Bretagne également qui est dans le lot. Voilà. Vous avez des velléités comme ça. Là-bas, ils ne légitiment pas le terrorisme. Mais sur le continent, il faudrait l'accepter. Nous, on doit l'accepter. Il y a l'autre en Espagne, il a seulement eu l'idée. La Catalogne. L'idée en Catalogne, l'idée. Puigdemont, il a eu l'idée. On va même prendre. Comme tu as eu l'idée là, tu quittes de notre pays. Il est parti. Vous avez vu. Et là, on l'a mis. On lui a demandé de rester calme. Pourquoi aujourd'hui les États africains laissent faire? Ils ne laissent pas faire. Mon frère Boisson ne peut pas dire que nous laissons faire. Les États africains ont été pris de court. D'abord, parce que vous avez auprès des chefs d'État des pseudo-stratèges. Des pseudo-stratèges, excusez, c'est peut-être fort. Mais beaucoup qui disent être des stratèges auprès des chefs d'État n'en sont pas de véritables. C'est juste des vulgarisateurs de la pensée occidentale. Ils sont là pour donner à la pensée occidentale plus de contenu et plus de crédibilité. Et parfois, bardés de diplômes occidentaux, c'est-à-dire de reconnaissance à l'Occident, ils ont peur d'être mis en difficulté par la non-reconnaissance justement de l'Occident. C'est-à-dire que l'Occident risque de dire, bon, désormais, nous on pense que vous n'êtes plus sérieux. Et comme ils sont dépendants soit du prestige, des avantages liés à ces reconnaissances, beaucoup amènent nos chefs d'État à se plier à cette volonté de domination de l'Occident. Mais vous avez vu ce qui s'est passé depuis que les panafricanistes ont pris le contrôle de la doxa et de la pensée théorique en Afrique, et même de la pensée activiste en Afrique. Vous avez vu ce qui se passe, c'est que nous avons réussi à donner aux États, aux chefs d'État, le courage, non seulement de remettre en question ces schémas tordus qui permettent à des entités qui n'ont pas le droit d'avoir cité sur nos territoires de venir y exercer par la violence, mais nous avons également permis à nos États de se doter de la puissance avec des alliés solides pour mieux lutter contre. Et c'est ce qui se passe dans l'AES. Quand vous regardez comment l'AES a noué un partenariat avec la Fédération de Russie, et qu'avec ce partenariat, ils sont en train de détruire toutes les bases terroristes sur leur territoire, eh bien, c'est les succès de la nouvelle pensée africaine qui est essentiellement... Pour terminer avec vous, Jonathan Batengena, en quelques secondes, parfois lorsque les États centraux luttent contre le terrorisme, de l'autre côté de l'Occident, on dit que ces États ne respectent pas les droits de l'homme. C'est tout ce que... Une échappatoire? C'est tout ce que nous avons développé d'entrée de jeu. Non, ce n'est pas un échappatoire, c'est la protection des terroristes par la désinformation et la manipulation de l'opinion. En fait, quand vous lisez toute la théorie du noble mensonge qui a été développée par Léo Strauss, qui était un philosophe linguiste en apparence, c'est parce qu'en Afrique, nous avons fait ce constat, c'est que beaucoup de nos parents disent, oh, celui-là il fait philosophie de la langue, mais ça va lui servir à quoi? Ah, voilà un type qui a développé une pensée qui est devenue la théorie majeure de la géopolitique en Occident, surtout en matière de communication. Tout l'Occident repose là-dessus. La théorie du noble mensonge, la théorie de Léo Strauss. Et dans sa théorie du noble mensonge, eh bien, on crée ces récits, ces narratifs, qui sont des narratifs tronqués de la réalité. On parle maintenant également des principes du modèle de Noam Chomsky, la désinformation de l'opinion en transformant la victime en oppresseur et l'oppresseur en victime. On vous dira que le terroriste est une victime, que quand on tue le terroriste, c'est un civil.
C'est comme on va vous dire, oui. Le terroriste c'est un civil. Mais eux-mêmes, quand ils définissent le terrorisme, ils n'oublient pas que c'est une guerre asymétrique, où l'individu qui est en face du militaire qui a une tenue, ce n'est pas un individu qui a une tenue. Vous avez déjà vu la tenue d'Al-Qaïda? Non. Vous connaissez leurs uniformes? Ils n'ont pas d'uniforme. Al-Qaïda, ça peut être toi, ça peut être moi. C'est tout le monde. Donc dès que l'armée a réglé le compte d'un terroriste et que ce dernier a couché son arme à côté, et il dit c'est un civil à qui on a donné une arme. C'est la déformation des récits. Et cette déformation des récits, ça participe de la théorie du non-mensonge. C'est d'ailleurs pourquoi le président Vladimir Poutine traite tout l'Occident collectif de l'empire du mensonge. Et il n'est pas le seul. Même Jean Ziegler parle de cet empire du mensonge qui vit et se déploie par le mensonge. Donc, il y a un mensonge qui fait croire que lorsque les armées africaines luttent contre les terroristes, elles violent les droits de l'homme. Il s'agit essentiellement d'une volonté de couvrir les terroristes et de les protéger dans l'opinion internationale. Nous avons toujours dénoncé cela. Les terroristes qui sont tués sur le théâtre des opérations sont des combattants et ils sont des satans, des suppôts de Satan. Nous ne devons pas les voir sur nos territoires. Aucun Africain ne peut aller en Occident, prendre une arme ou bien aller manipuler un Occidental pour qu'il prenne une arme contre son pays et son pays le laisse en vie. Je tiens à signaler ceci en sortant. La France a pris depuis 2019 une résolution. Tout combattant, tout Français qui se retrouve en Syrie en train de se battre aux côtés de l'État islamique n'a plus la nationalité française. Oui. Mais ils ont fait bien plus. Les services secrets français ont le devoir d'aller tuer ce ressortissant sur le territoire syrien ou partout où il va se réfugier. C'est un principe de l'armée française. Oui. Quand ils le font, c'est le respect des droits de l'homme. Allez savoir. Merci à vous, Jonathan Batengue, d'avoir répondu à nos questions. C'est toujours un plaisir, mon grand frère. Très heureux d'avoir été des vôtres, mesdames, messieurs, et d'avoir été avec vous pour discuter de ce sujet très alléchant. Au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. N'oubliez surtout pas, la guerre n'a qu'un seul vrai héros, la mort, et la mort se moque bien de la victoire. Bonne journée à toutes et à tous.